De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, aspect général de la chrétienté avant la Réforme, de Les ordres mendiants suite. Mais par crainte d'aboutir à une scission, Raymond de Capoue avait voulu laisser les monastères libres d'accepter ou non la Réforme. Aussi les vicaires généraux ne pouvaient-ils rien contre les réfractaires, et la Réforme demeurait circonscrite au couvent d'observance. Pour favoriser l'observance sans sacrifier l'unité, on adopta bientôt un régime nouveau, celui de la congrégation, qui sans limite territoriale possédera des couvents réformés au sein des provinces. Elle obéira à un vicaire général élu par ses membres, mais dépendant du maître général. La congrégation lombarde, résultat des efforts de Dominici, fournit le type des autres congrégations. Citons la congrégation de Hollande qui, particulièrement prospère, compta jusqu'à 67 couvents d'hommes et 9 de femmes, non seulement aux Pays-Bas, mais en France et en Allemagne. Sous Louis XII, les maisons françaises en seront détachées pour former une congrégation gallicane. L'érection des congrégations indique un renouveau dans l'ordre de Saint-Dominique. Cette impression ne doit pas être effacée par la supplique que formula auprès de Sixte IV le général Léonard de Mansuétis. Il le priait d'accorder aux prêcheurs le droit ordinaire et universel de posséder en commun rentes et propriétés, concession devenue nécessaire par suite de l'insuffisance des ressources. On appela cela l'ère nouvelle. L'ordre franciscain restait toujours tiraillé entre deux partis. Si l'agitation causée par les spirituels se calma dans le courant du XIVe siècle, la question de la stricte pauvreté demeura brûlante, et il continua à exister des frères qui désiraient l'observance primitive de saint François. Sous la direction d'un frère laid, Paul Trinchi de Foligno, le couvent solitaire de Brogliano devint un vrai centre de réforme dont l'Ombrie est la marche. En 1415, on comptait déjà 35 couvents affiliés, entre autres celui de la Portioncule. Cette réforme fit des recrues d'élite, tels que saint Bernardin de Sienne, entré dans l'ordre en 1402, et saint Jean de Capistran en 1414. En Espagne, ce mouvement de l'observance s'affirmait également au début du XVe siècle, avec le concours de saints comme Pierre Régala, mort en 1456, et Didas d'Alcala, mort en 1463. En France, le couvent de Mirebeau près de Poitiers inaugura dans la province de Touraine une réforme qui gagna le nord du pays. Contre l'opposition des provinciaux, Benoît XIII voulut protéger ses observants français en leur donnant un vicaire général pour les 3 provinces de Touraine, France et Bourgogne, en 1408. Bientôt, sur leurs instances, le concile de Constance leur accordera le pouvoir d'élire des vicaires provinciaux, qui à leur tour nommeraient un vicaire général confirmable par le ministre général. Ainsi s'acheminait-on vers la division de l'ordre. En 1434, les observants d'Espagne adoptèrent ce mode de gouvernement. Enfin, inspiré par saint Jean de Capistran, Eugène IV plaça tous les observants sous 2 vicaires généraux par eux élus. L'un gouvernerait les provinces dites cismontaines, l'Italie et aussi l'Autriche, la Hongrie et la Pologne, où la réforme s'était répandue. L'autre commanderait aux autres provinces dites ultramontaines. En 1443. Vivre selon l'esprit de la bulle Exit de Nicolas III en renonçant aux biens immeubles, tel était le but de tous les observants. Ils se trouvèrent nécessairement en conflit avec les non-réformés ou conventuels.
Pour y remédier, Léon X convoqua en 1517 un chapitre généralissime. Comme les observants lui demandaient de ne point les forcer à se joindre au conventuel, il décida de réunir toutes les congrégations réformées sous le titre de frères mineurs de la régulière observance. Il fournirait le ministre général de tout l'ordre. Quant aux conventuels, ils vivraient à part sous un maître général qui devrait être confirmé par le ministre de tout l'ordre. Bulle Ite et Vos du 25 mai 1517. Ainsi se consomma la séparation des observants conventuels. Les carmes connurent aussi la décadence, en partie à cause des guerres, de la peste noire et aussi du schisme d'Occident qui divisa l'ordre, en partie par suite des exemptions trop larges accordées aux membres des universités. En 1431, on voit Eugène IV adoucir la règle à la demande d'un chapitre. Par contre, des réformes locales s'esquissaient. En Italie, celle du couvent des Bois, Silvarum, près de Florence, suscita la congrégation de Mantoue en 1425, qui comptera plus de 50 monastères. Une autre, celle du mont des Oliviers, près de Genève, en 1414, ne prit pas d'extension. En France, l'union de plusieurs couvents, notamment Albi, Paris, Rouen et Meaux, donna naissance à la congrégation d'Albi, qui, approuvée en 1513, disparut en 1584. La réforme demeura donc très incomplète, malgré le zèle de certains supérieurs tels que le bienheureux Jean Sorette, 1551-1571. Sous le généralat de ce dernier prirent naissance les Carmélites. Une communauté de béguines à Gueldre ayant demandé l'affiliation au Carme, Nicolas V y consentit. Elles adoptèrent donc la règle et les constitutions de l'ordre et s'appelèrent Carmélites, sans changer leur mode de vie, ni stricte pauvreté, ni clôture sévère. L'institution se répandit dans les Pays-Bas, en France, en Italie et en Bretagne. Elle bénéficia de l'exemple de la bienheureuse Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne, devenue carmélite en 1467. Mais il était réservé à sainte Thérèse de donner au Carmel sa véritable physionomie. Les ermites de Saint-Augustin tentèrent eux aussi de se réformer par le moyen de congrégations locales. En Italie, à la fin du XIVe siècle, le père Ptolémée de Venise fonda celle d'Iliceto, qui compta 12 couvents. À la même époque, celle de la Carbonnière, dans le royaume de Naples, groupa 14 maisons. Celle de Pérouse, fondée par le général Augustin de Rome en 1419, s'éleva à 14 maisons. Les plus florissantes furent celles de Notre-Dame de Consolation de Gênes, 1470, avec 31 couvents, celle de Calabre en 1507 avec 40 couvents, celle de Lombardie enfin, 1431, qui groupa jusqu'à 56 couvents, dont le plus célèbre fut Notre-Dame de Brou au diocèse de Belley. Chacune de ces congrégations réformées mit à sa tête un vicaire général, qui restait sous l'autorité du supérieur général. En Espagne, la réforme inaugurée par le père Jean d'Alarçon en 1430 gagna tous les couvents du royaume de Castille que l'on distribua en 4 provinces, Tolède, Salamanque, Burgos et Séville. En Germanie, Simon Lindner et André Proles inaugurèrent une réforme qui engloba nombre de couvents allemands et 12 couvents bavarois en 1493. Ce fut la congrégation de Saxe, dont le chapitre de Nuremberg rédigea les constitutions, et que Jules II exempta de la juridiction du supérieur général en 1503. Mais l'apparition de Luther devait discréditer cette congrégation, un moment florissante.